Janvier 1935. 5 mois après avoir définitivement établi son pouvoir, le Führer passe l'essentiel de son temps au Berghof, son quartier général retranché des montagnes bavaroises. Grand amateur de films hollywoodiens, il se détend en regardant des westerns le soir. Il est fasciné par les combats frontaliers, avec ces colons américains qui s'évertuent à repousser les Indiens vers l'ouest. Il voit ça comme une illustration de ses théories raciales. C'est la preuve de la supériorité de la race blanche sur les Indiens d'Amérique. Et il essaie de s'échapper dans son monde imaginaire. Mais ses conquêtes, en technicolor, sont terriblement réelles pour Hitler. Hitler. Qui était l'homme derrière le monstre? Il y a tellement d'aspects de son histoire qui sont incohérents. Un adolescent solitaire, devenu héros national. C'était le Messie pour les Allemands. Comment y est-il parvenu? Tout ça était un numéro, un spectacle. Il est temps de percer les secrets de l'homme le plus haï de l'histoire. Adolf Hitler se voit comme un sauveur qui conduira l'Allemagne de la défaite de la Première Guerre mondiale à la toute-puissance. Entre 1935 et 1939, il prépare sa conquête de l'Europe et sa soif de vengeance contre les Juifs se transforme en terrible réalité. En février 1935, Hitler est au sommet. Son ascension éclair a fait de lui le maître incontesté de l'Allemagne. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Pour des millions de citoyens allemands, c'est un leader messianique. Son image est partout, sur des cartes postales, des affiches. Il est devenu un demi-dieu. La nazification infecte tous les aspects de la vie des citoyens allemands. Hitler encourage le ministre de la Propagande à prendre en main les domaines de l'existence les plus insoupçonnables. Les livres pour enfants, par exemple, se font l'écho de sa haine des minorités. Hitler est incontestablement un narcissique. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin de cette adulation. L'objectif n'est pas uniquement de flatter l'ego du Führer, car Hitler a besoin du soutien de l'opinion publique pour restaurer la splendeur de l'Allemagne. Sa priorité est de bafouer le traité de Versailles, dont la signature a été imposée par les Alliés à l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles a été une catastrophe pour l'Allemagne. Elle a perdu des territoires. L'armée est réduite à 100 000 hommes et l'aviation inexistante, tout comme l'artillerie lourde. Et en plus, elle s'est endettée jusqu'aux années 80. La première étape est de restaurer une armée digne de celle d'avant-guerre, de recréer une Allemagne puissante et de remettre l'économie sur pied. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez réfléchir à l'étape suivante de la stratégie. La première violation évidente du traité de Versailles intervient le 10 mars 1935. Hermann Göring
annonce la création d'une force aérienne allemande, la Luftwaffe. Une semaine plus tard, Hitler convie les ambassadeurs de France, Grande-Bretagne, Italie et Pologne à une réunion à Berlin. Le samedi, il fait son annonce. Il a prévu son coup. Il sait que les démocraties occidentales ne prendront aucune mesure immédiate contre lui. Leurs bureaux sont vides, leurs ambassadeurs partis. C'est le moyen idéal de désamorcer les oppositions. Hitler annonce aux ambassadeurs qu'il a l'intention de faire passer l'armée allemande de 100 000 hommes prévus par le traité de Versailles à 500 000. Il présente ça comme un fait accompli. Il le déclare ouvertement. Il joue sur le sentiment de culpabilité, sur le fait que l'Allemagne a été injustement traitée et qu'on a trop cherché à l'humilier. Alors que les diplomates ont du mal à y voir clair et qu'ils se demandent quoi penser, Hitler saute sur l'occasion pour leur expliquer que le réarmement est en fait une chance pour la paix. Il les roule dans la farine. C'est un coup de maître, un moment essentiel. Les Allemands jubilent de voir Hitler libérer leur pays du traité de Versailles. Mais leur joie est tempérée par la crainte d'une nouvelle guerre. C'est là qu'intervient la machine de propagande nazie. « 17 mars 1935, le jour des héros. L'année précédente, Hitler a transformé cette commémoration en l'honneur des hommes ayant perdu la vie au combat en célébration patriotique. Guillaume de Prusse, dernier héritier impérial, est là pour l'accueillir dans une sorte de transfert de légitimité. La Première Guerre mondiale était liée à l'Ancien Régime, et Hitler utilise cet événement pour assurer la continuité avec le Reich précédent. Ainsi, il s'accorde une légitimité particulièrement nécessaire à ce moment-là. L'idée est évidemment de séduire l'Allemand moyen. Nous avons perdu la guerre, mais nous allons redevenir une grande puissance. À la fin de la cérémonie, le message est clair. L'aigle allemand plane à nouveau dans les airs. Il est l'homme qui a promis l'impossible en 1933. Rétablir l'honneur de l'Allemagne. Et 2 ans plus tard, c'est fait. Pour Hitler, l'étape suivante est de restaurer la Grande Allemagne. Le traité de Versailles interdit formellement à l'armée allemande d'entrer en Rhénanie, une région frontalière de la France et de la Belgique. Mais Hitler est déterminé à remilitariser la Rhénanie au nom de la mère patrie. Hitler est très nerveux. Et évidemment, ses conseillers sont divisés. Certains sont pour et d'autres contre. 7 mars 1936, Hitler lance sa première opération militaire. Il envoie ses troupes en Rhénanie. Elles ont l'ordre de battre en retraite au premier signe de résistance. Mais la France ne bouge pas. La France et la Grande-Bretagne n'interviennent pas. Le but est d'affirmer l'autorité de l'Allemagne en Europe centrale et de rendre la monnaie de leurs pièces aux ennemis héréditaires. Il veut que l'Allemagne soit à nouveau normale, que les Allemands retrouvent leur fierté et qu'ils oublient la colère engendrée par la défaite lors de la Grande Guerre. Chaque succès le confirme dans ses certitudes. Il ne cesse de parler de la providence dans ses discours. Il est persuadé que sa mission est de refaire de l'Allemagne une grande puissance.
Il dit « J'avance avec la certitude d'un somnambule sur le chemin que la Providence a tracé pour moi. » C'est typique du messianisme d'Hitler. Il veut montrer au monde qu'il a une destinée, comme Jésus ou d'autres prophètes. Les Allemands considèrent leur Führer comme un héros qui vient de violer le traité de Versailles pour restaurer la fierté nationale. Mais pour Hitler, ce n'est que le début. À la fin de l'été 1936, Adolf Hitler célèbre son succès. La remilitarisation de la Rhénanie est le dernier d'une série de triomphes depuis qu'il a été nommé chancelier 3 ans auparavant. La construction de l'Autobahn, premier réseau autoroutier du monde. L'organisation des Jeux Olympiques, où l'Allemagne arrive en tête avec 89 médailles. Et surtout la rénovation du Berghof, modeste chalet de montagne transformé en un quartier général digne d'un chef d'État de stature internationale. Hitler fait des travaux au Berghof pour 2 raisons, pratiques et politiques. Il faut installer les domestiques et accueillir les visites diplomatiques. C'est nécessaire au Berghof, il faut l'agrandir. D'un autre côté, stratégiquement, il a besoin de se mettre en scène pour qu'on le considère comme quelqu'un qui compte sur le plan international. Le site est incroyable. Aujourd'hui, on peut toujours admirer la vue dont bénéficiait Hitler depuis sa terrasse. Cette ravissante campagne vallonnée, ces montagnes impressionnantes, ces prés. Au début des travaux, les voisins prennent grand soin de ne pas interférer avec les projets du Führer. Un photographe s'est plaint parce que son studio a été détruit pour gagner de la place. Pour cette raison, il est envoyé au camp de Dachau pour 2 ans. La rénovation du Berghof ne vise pas seulement à créer un quartier général. Hitler ressent encore la blessure de son échec aux Beaux-Arts de Vienne 30 ans plus tôt, et il brûle d'être enfin reconnu comme un artiste visionnaire. Il recycle toujours ses ambitions artistiques dans ses autres activités et dans certains aspects de sa politique. Hitler engage Gerdy Trost, une célèbre décoratrice d'intérieur. Elle devient vite extrêmement influente au sein de son cercle de proches. De nouvelles recherches ont révélé son influence sur des décisions prises à l'époque de la rénovation du Berghof. Gerdy Trost est la principale conseillère culturelle du Führer. Elle devient vraiment son bras droit féminin, en quelque sorte. C'est elle qui donne une cohérence aux différents espaces du Berghof. Elle travaille étroitement avec Hitler en tant que conseillère stylistique. Ils s'asseyent pour discuter, feuillettent des échantillons de tissus, sélectionnent les coloris. Elle choisit la vaisselle, les rideaux. Hitler, qui écoute peu ses conseillers, écoute pourtant Trost. Elle est parfois d'accord avec lui, mais pas toujours. Il l'accepte d'elle parce qu'il s'agit d'un débat d'ordre culturel et qu'il l'admire en tant qu'artiste. Elle le convainc de ne pas remplir le Berghof de l'habituelle panoplie nazie. Elle impose une décoration terre-à-terre, très classe moyenne, avec un petit quelque chose en plus. Le grand salon du Berghof est immense. Ses proportions n'ont rien à voir avec les traditionnels chalets bavarois alentour. Il est vraiment destiné à impressionner les visiteurs. C'est l'endroit idéal pour qu'Hitler puisse asseoir sa personnalité et se mettre en scène en tant que maître des lieux.
Il fait aussi percer un grand couloir pourvu d'une immense fenêtre qui peut s'abaisser pour offrir une vue ouverte sur les montagnes en contrebas. C'est une véritable cour féodale. On pense à Henri VIII, un lieu d'intrigue et de plaisir, où l'on orchestre aussi des campagnes militaires. Hitler est le centre de ce royaume, dont la majesté est la manifestation de son pouvoir. Les travaux ont coûté l'équivalent de 400 millions d'euros. Le complexe inclut une garnison pour ses gardes du corps, ainsi que des résidences luxueuses pour les dignitaires nazis. Et Hitler continuera de le faire agrandir avec un salon de thé pour assouvir sa passion pour les gâteaux et un réseau inextricable de tunnels et de bunkers. C'est au Berghof qu'en août 1936, il dévoile son ambitieux plan de 4 ans. C'est à peu près le seul texte d'importance qu'Hitler écrit de ses mains pendant son règne. Il y explique que les forces armées et l'économie doivent être prêtes pour la guerre d'ici 4 ans. C'est le moment où il décide qu'il est temps de faire de l'Allemagne une superpuissance. Pour mettre son plan sur de bons rails, Hitler organise une offensive de charme à l'encontre des dirigeants étrangers. Sa première cible est l'ancien Premier ministre britannique, David Lloyd George, un homme d'origine modeste comme lui. Le but du Führer est de le convaincre que son plan de 4 ans ne vise qu'à apporter la paix et la stabilité à l'Europe. Lloyd George était le garant de l'Empire britannique lors du traité de Versailles de 1919, et il vient s'entretenir avec Hitler. C'est un moment d'une grande importance symbolique, et Hitler ne se prive pas de l'exploiter. Hitler accueille Lloyd George dans les meilleures conditions. Il déroule le tapis rouge. Il met à sa disposition une limousine avec chauffeur sur une autoroute flambant neuve. Cet extrait est particulièrement fascinant. Hitler est chez lui, à la maison. Il joue un rôle. C'est du théâtre. Il joue au gentleman farmer. Il joue les aristocrates. On sent qu'il n'est pas à l'aise. En croisant les bras, il bloque son langage corporel. Ce geste, en revanche, est très révélateur. Regardez ses phalanges comme il s'accroche à la rambarde. Il fait toujours ça dans les moments de tension. Lloyd George ne remarque rien. En 3 heures de tête-à-tête, autour d'une tasse de thé et d'un strudel, Hitler lui présente son plan de 4 ans comme un véritable plan pour la paix. Lloyd George se laisse totalement embobiner. Et quand il rentre en Angleterre, il présente Hitler comme le George Washington de l'Allemagne. Il le décrit en termes dithyrambiques. Mais c'est un tissu de mensonges, et Lloyd George s'est fait berner. Après avoir berné Lloyd George, Hitler doit maintenant vendre son plan de 4 ans au peuple allemand. Il choisit le prochain rassemblement annuel du parti à Nuremberg pour faire son annonce. Deshalb, meine Soldaten, seid ihr von der Nation gerufen worden, Wache zu stehen vor unserer Arbeit, Wache zu stehen vor unserem Volk und Wache zu stehen vor unserem Deutschland.
La foule est fascinée par la grande Allemagne dont rêve Hitler. Mais son discours évite habilement de mentionner les violences et les carnages à venir. Pour lui, mentir n'est pas un problème, parce qu'il est certain que c'est un moyen de les motiver pour gagner la lutte finale. Il est tout à fait conscient des deux phases de sa destinée. Il confie à Albert Speer, l'un de ses amis intimes, si toutefois il en a, « Si je gagne, je serai le plus grand homme de l'histoire. Mais si je perds, je serai condamné au mépris pour l'éternité. » Le 30 juin 1937, moins de 5 mois après le congrès de Nuremberg, Adolf Hitler dénonce le traité de Versailles. Pour lui, ce n'est qu'un morceau de papier sans valeur. Die innere Ordnung wofür die Voraussetzung zum Wiederaufbau des deutschen Heeres und aus beiden zugleich erwuchs die Möglichkeit, jene Fesseln abzustreifen, die wir als tiefstes Schandmal empfanden, das jemals einem Volk aufgetrannt worden war. La dénonciation du traité de Versailles n'a objectivement pas grand sens. Il en a déjà violé la plupart des clauses. Mais elle a une importance symbolique et émotionnelle pour le peuple allemand. C'est le premier pas d'Hitler en matière de politique étrangère. Il insiste également sur la nécessité d'un Lebensraum, un espace vital pour son pays. Son objectif est de récupérer les territoires qui, selon lui, appartiennent à l'Allemagne. En novembre, Hitler dévoile ses véritables intentions. La guerre. Les généraux sont ravis du réarmement, d'avoir plus d'hommes et du matériel flambant neuf. Mais ils sont un peu réticents à l'idée d'une nouvelle guerre avec les Français et les Britanniques. Hitler quitte la Réunion sans vraiment savoir si l'armée est avec lui. Il ne sait pas trop quoi faire. Parmi les opposants au plan d'Hitler se trouve le chef des forces armées, le Feldmarschall Werner von Blomberg. À ce moment-là, Göring se montre très habile. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, se verrait bien à la place de Blomberg. Il commence à fouiller et déterre un secret. Il se fait un plaisir de transmettre le dossier à Hitler. Le Feldmarschall est marié à une femme avec, comment dire, un passé. À 18 ans, elle a posé pour une série de photos pornographiques qui ont atterri dans les mains de la police. Göring informe Hitler que la femme de Blomberg était une prostituée, mais aussi que l'auteur des clichés est juif. Quand Hitler découvre la vérité sur la femme de Blomberg, il est fou de rage. Ce n'est pas le genre de femme dont il apprécie la compagnie. C'est très embarrassant pour Hitler, parce qu'avec Göring, ils étaient les témoins du mariage. L'affaire représente un désastre potentiel pour l'image de marque des nazis. Pendant sa conquête du pouvoir, Hitler a toujours présenté le parti nazi comme un parti vertueux, dont le but était d'engager l'Allemagne sur la voie d'une morale sans faille. Et il sait qu'un scandale impliquant un dignitaire nazi ayant pour femme une ex-prostituée peut s'avérer particulièrement handicapant. Ils veulent se donner l'image de politiciens respectables et il est impensable pour un officier d'être marié à une prostituée. C'est un scandale. Il faut impérativement faire quelque chose. Blomberg doit démissionner. Le Führer confronte Blomberg, qui offre sa démission. Hitler l'accepte et l'envoie en exil avec indemnité. Hitler ne fera plus jamais appel à lui. À ses yeux, c'est un homme du passé. Le même jour, de nouvelles allégations touchent un autre haut dignitaire de l'armée.
Le commandant en chef des armées, Werner von Fritsch, est accusé d'avoir eu des relations homosexuelles dans des toilettes publiques. Hitler sait comment l'opinion publique et les cadres du parti nazi réagiront si l'affaire s'ébruite. Fritsch affirme que ces accusations ne sont qu'un mensonge puant. Hitler est terrifié à l'idée d'avoir sur les bras un double scandale. C'est hors de question, c'est le cauchemar de n'importe quel politicien. L'affaire est montée de toutes pièces, mais Hitler l'ignore. Il dit « Je dois aussi me débarrasser de lui ». Ça provoque un drame extraordinaire, parce que désormais, il se demande qui va diriger l'armée. Hitler est indécis parce qu'il ne contrôle pas toujours ce qui se passe. Il réagit au lieu d'agir. Hitler prend sa décision. Un bulletin radio annonce aux Allemands que la fonction de commandant en chef des forces armées, laissée vacante par Blomberg, est désormais assurée par le Führer en personne. Les espoirs de Göring de récupérer le poste sont anéantis, mais il est promu Feldmarschall. Le signal envoyé à l'armée est clair. Désormais, c'est Hitler qui contrôle tout. Il est totalement mégalomane. C'est beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme. À l'aube de l'année 1938, l'armée et le peuple allemand sont à la merci d'Adolf Hitler. Tandis qu'il prépare l'avenir de l'Allemagne, le Führer se tourne vers les grandes figures du passé pour trouver son inspiration avec Napoléon et Bismarck. Il s'intéresse à un certain type d'histoire, les grands héros du passé, les rois héroïques, les empereurs et les conquérants. Depuis sa plus tendre enfance, Hitler idolâtre le roi de Prusse, Frédéric le Grand. Frédéric de Prusse est l'un de ses grands héros. À bien des égards, il s'imagine comme une réincarnation du roi de Prusse. Hitler possède un portrait de Frédéric le Grand. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux et l'emmène partout, y compris dans l'avion. Le portrait a même son propre siège, à tel point qu'il finit par devenir un personnage en soi. Le chef de la propagande, Joseph Goebbels, met en scène Hitler comme le successeur naturel de Frédéric le Grand, ce roi soldat qui s'était taillé un empire à la pointe de l'épée. Hitler a bien l'intention de l'imiter. Il prévoit d'agrandir l'Allemagne au détriment du pays où il est né, l'Autriche. Pour Hitler, Allemands et Autrichiens partagent le même sang arien. Ils ne sont séparés que par des frontières sans fondement dessinées sur les cartes. Il trouve absurde que l'Autriche et l'Allemagne ne soient pas réunies. Il en est intimement persuadé. C'est son objectif depuis le début. Le 12 février 1938, le chancelier autrichien Kurt Schuschnigg se rend au Berghof pour un entretien privé. À la table des négociations, l'indépendance de l'Autriche. Schuschnigg fait un commentaire sur la jolie vue ou sur le site magnifique du Berghof. Hitler n'a pas envie de bavarder. Sa priorité est le rapprochement des deux pays. Là, Hitler s'énerve et crie « Oui, c'est une jolie vue, mais vous n'avez pas fait tout ce chemin pour me parler du temps qu'il fait. Entrez. » Hitler et ses ministres exigent que des postes clés du gouvernement autrichien soient confiés à des nazis. Hitler a ce côté animal. Il sent la peur. Il sait comment jouer avec les faibles, comment les intimider, les terroriser, les humilier. On peut voir cet épisode comme le point de départ d'un élément caractéristique dans la carrière d'Hitler, sa prise de conscience d'une sorte de théâtralité, de l'idée que tout est en quelque sorte wagnérien, que tout est un spectacle, un drame en train de se jouer. Schuschnigg cède sous la pression
et accepte de nommer un sympathisant nazi autrichien, Seyss-Inquart, ministre de l'Intérieur. Dans l'espoir de résister à l'influence grandissante de l'Allemagne, Schuschnigg décide d'organiser un référendum sur l'indépendance. Hitler ne peut pas se permettre de laisser ce référendum avoir lieu. Il craint que l'unification ne recueille pas la majorité, ou en tout cas qu'une forte minorité de votants se prononce contre. Un vote public risque d'annihiler les chances d'Hitler d'annexer l'Autriche légitimement. Et dans un acte d'intimidation, il ordonne aux forces armées de préparer l'invasion. Mais par précaution, le Führer demande à Göring de faire pression sur Schuschnigg. Dépourvu du moindre soutien de la part de ses alliés européens, celui-ci se rétracte, annule le référendum et démissionne. Seyss-Inquart le remplace à la tête du pays. Il croit à la force. Il pense que seule la force et l'intimidation permettent d'obtenir des gens ce qu'on veut. Mais le haut commandement allemand est réticent quant au plan d'invasion. Ils sont beaucoup plus prudents. Ils pensent qu'il ne faut surtout pas brûler les étapes. Mais seul Hitler peut décider. Hitler leur explique « ça a marché en Rhénanie et ça marchera en Autriche ». C'est aussi simple que ça. 12 mars 1938. Le Führer ordonne aux forces allemandes d'entrer en Autriche. Elles ne rencontrent aucune résistance. S'ensuit alors l'un des moments les plus étonnants de la carrière d'Hitler. Dans la foulée de l'armée allemande, globalement bien accueillie par une population autrichienne ravie qui lui lançait des guirlandes de fleurs, arrive le cortège d'Adolf Hitler. Il roule dans les rues de sa jeunesse. L'invasion de l'Autriche ressemble davantage à un défilé en l'honneur du Führer. Ce nouveau succès ne fait que renforcer sa confiance en lui, sa conviction d'être un messie infaillible. De retour à Berlin, Hitler est accueilli en héros conquérant. Avec l'Autriche désormais sous contrôle, il peut envisager d'organiser un référendum sur l'indépendance. Le résultat en est un raz-de-marée en faveur du rattachement à l'Allemagne. C'est un vrai soulagement pour la population allemande. Une grande cérémonie est organisée à Berlin. Un jour férié est même proclamé. Tout le monde célèbre ce nouveau succès du Führer. Deux semaines plus tard, savourant encore sa victoire, Hitler est impatient de préparer la prochaine invasion. Hitler a un tempérament très addictif. Donc si vous le laissez s'emparer d'un territoire, il en veut un autre. Et encore un autre. Les troupes d'Hitler ont envahi la Rhénanie et l'Autriche. Désormais, leur prochaine cible est la Tchécoslovaquie, un pays qui compte plus de 3 millions de germanophones. Il déteste la Tchécoslovaquie, qui est issue du traité de Versailles. Au printemps 1938, impatient de tester sa nouvelle armée, Hitler ordonne de préparer l'invasion de la Tchécoslovaquie. Mais le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, envoie un émissaire pour l'avertir que la Grande-Bretagne et la France s'opposeront à l'invasion. Dans une réaction soudaine, Chamberlain lui dit « Quoi qu'il arrive, si vous faites ça, c'est la guerre ». Hitler est tellement abasourdi par cette révélation qu'il demande à l'interprète de répéter, au cas où il aurait mal compris. Hitler organise une réunion de crise à Munich avec Benito Mussolini, le dictateur italien, Édouard Daladier, le président du Conseil français, et Chamberlain. Après 13 heures de discussion, les Alliés, prêts à tout pour sauver la paix,
offre les Sudètes à Hitler. Chamberlain soulève une question. Les Tchèques seront-ils dédommagés pour leur bétail? Et Hitler explose. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces banalités. Sous la pression des grandes puissances et de ses propres conseillers, Hitler accepte les Sudètes. La guerre est évitée. À contre-cœur, Hitler doit accepter de travailler avec la France et l'Angleterre. Hitler voit ça comme un signe de décadence des démocraties occidentales, qui sont prêtes à toutes les concessions pour éviter une guerre avec l'Allemagne. Il les compare à des vers. Il a le sentiment d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas la même volonté, la même détermination, et qui ne sont pas prêts à se battre pour obtenir gain de cause. Les accords de Munich appuient les appétits expansionnistes du Führer. De retour de Munich, Chamberlain atterrit en Angleterre en brandissant ce fameux bout de papier qui garantit, dit-il, la paix pour notre temps. Hitler regarde tout ça avec bien davantage de cynisme. Pour lui, ce n'est qu'un bout de papier sans valeur. Le pacifisme forcené de Chamberlain ne fait que renforcer l'audace du Führer. À chaque fois qu'Hitler tente un coup de politique extérieure, sans réaction de la part des autres puissances, les Allemands ressentent un sentiment de fierté retrouvée. Ils sont heureux de voir leur pays à nouveau respecté sur la scène internationale. Les accords de Munich appuient les appétits expansionnistes du Führer. Après l'invasion et l'annexion des Sudètes, Hitler célèbre sa victoire en se gavant de gâteaux. Il aime se détendre en mangeant des gâteaux autour d'une tasse de thé. C'est typique de lui. Mais cependant, un problème le ronge. Hitler est célébré comme l'artisan d'une paix dont il ne veut pas. Il sait que tous ces grands militaires qu'il admire ont forgé leur légende dans la bataille, au prix du sang de leurs hommes. Il veut créer cette nouvelle mythologie et construire l'Allemagne par le sang et le sacrifice de sa jeunesse. C'est son désir le plus cher. Pour Hitler, le soulagement des Allemands après les accords de Munich est une trahison. Le pays ne souhaite pas la guerre à laquelle il aspire. Il a fait repartir les usines, il a reconstruit l'armée, mais pour accomplir sa destinée, il doit convaincre les Allemands d'entrer en guerre. Automne 1938. Cela fait des années qu'Hitler veut extirper le cancer qui, dit-il, ronge la société allemande. 1938 marque une recrudescence de l'activisme antisémite du régime. Les nazis autrichiens lancent un vaste programme de persécution et les juifs sont chassés de leur commerce, puis assassinés. « 7 novembre, à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Un juif polonais tire sur un dignitaire nazi qui meurt de ses blessures 2 jours plus tard. Goebbels, le ministre de la propagande, informe Hitler du meurtre. Cela le met dans une rage folle. Il voit les Juifs comme une maladie qui infecte la race allemande. Ils sont sans attache, ils s'infiltrent dans les différents pays dont ils rongent les fondations. Pour Hitler, le moteur de l'histoire, c'est la lutte du bien contre le mal, des Aryens contre les Juifs. Malgré sa rage anti-juive, Hitler doute à propos des mesures à prendre en réaction au meurtre. Goebbels
qui est un antisémite virulent, insiste auprès d'Hitler pour qu'une décision soit prise. Il faut se venger. L'idée de Goebbels est d'organiser des manifestations spontanées contre les Juifs à l'échelle nationale. Hitler dit « Très bien, laissons les Juifs ressentir toute la force du peuple allemand ». Le 9 novembre 1938, les nazis assassinent une centaine de Juifs. Ils en frappent beaucoup plus, violent des femmes. Et pour la première fois, le régime nazi déporte massivement des Juifs dans les camps de concentration du simple fait de leur origine ethnique. L'événement restera dans l'histoire sous le nom de Nuit de cristal, en raison de toutes les vitres brisées dans les maisons, les boutiques et les synagogues. Ce soir-là, les rêves de vengeance du Führer deviennent réalité. Pendant ce temps, Hitler s'assure un parfait alibi. Il assiste à une cérémonie où de futurs SS prêtent serment. Hitler est vraiment intouchable. Il est capable de faire les choses les plus abominables sans jamais se salir les mains. L'antisémitisme ne vise pas seulement les Juifs. Il est également un outil pour rallier toute la population. Il veut créer des Allemands plus durs, toujours plus cruels. Et si vous pouvez les amener à haïr les Juifs et à les humilier, vous pouvez leur faire n'importe quoi. Les Allemands sont prêts à accepter les persécutions contre les Juifs tant que ça reste discret. Le lendemain de la Nuit de cristal, Hitler et Goebbels se retrouvent à l'Osteria Bavaria, le restaurant préféré du Führer à Munich. Ils discutent du succès de cette nuit de violence. Mais quelque chose contrarie le Führer. Hitler est embêté par les dommages causés sur de nombreux bâtiments dans toute l'Allemagne pendant la Nuit de cristal. Et ils se demandent tous qui allait payer. Et bien sûr, la réponse est les Juifs. Pour Hitler, l'Allemagne a été colonisée par les Juifs. Et la Nuit de cristal représente le début d'un processus censé rendre le pays à ses propriétaires légitimes. Tandis qu'Hitler déporte massivement les Juifs dans les camps, la Nuit de cristal provoque l'indignation dans la presse internationale. Le monde condamne unanimement cet acte de barbarie. C'est là qu'Hitler réalise qu'on ne peut pas faire ce genre de choses trop ouvertement parce qu'il risque d'y avoir des retombées. Donc l'activisme antisémite s'est accéléré, mais en se faisant beaucoup plus discret. Le plan fonctionne. La presse reste sous le charme de l'image fabriquée par la machine de propagande hitlérienne, y compris le magazine britannique Homes and Gardens, qui publie un article dépeignant Hitler comme un grand homme d'État vivant paisiblement dans la campagne bavaroise. Le fait que l'article de Homes and Gardens sur la maison d'Hitler sorte au même moment que le pogrom anti-juif, lors de la tristement célèbre Nuit de cristal, est inimaginable pour nous. Ces articles contribuent à faire d'Hitler un partenaire de travail respectable. Deux mois après la Nuit de cristal, Hitler célèbre le 6e anniversaire de l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est pour lui l'occasion de faire franchir un nouveau seuil à sa haine des Juifs. Hitler veut offrir aux Allemands une expérience quasi spirituelle. C'est pourquoi il crée cette marche au flambeau avec tout l'aspect mystique qui s'y rattache. Le clair-obscur, les illuminations censées enivrer le peuple allemand.
On retrouve tout cela dans le Ku Klux Klan, quand ils font des réunions. Les torches, les uniformes et les drapeaux. C'est la même méthodologie que celle qu'Hitler propage ici. Le Führer orchestre un spectacle nocturne pour exploiter le sentiment collectif. Les horreurs de la nuit de cristal se mutent en l'expression de l'unité nationale. Hitler choisit ce moment pour propager son idéologie venimeuse. Il utilise pour la première fois en public le terme de destruction en parlant des Juifs. C'est à ce moment-là qu'Hitler fait le lien entre l'idée de la guerre et l'idée d'une revanche à l'encontre des Juifs. La mission d'Hitler est de chasser les Juifs d'Allemagne. Avec une nation désormais sous contrôle, tout est réglé pour perpétrer l'un des plus grands crimes de l'histoire.